Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire dédié à la Phishing Factory. Nous avons le plaisir avec Romain d'animer ce webinaire qui se déroulera sur 45 minutes. Romain, je te propose de passer sur les premiers l'avant-propos. C'est un webinaire qui est organisé par Sigma et Hornet Sécurité, notre partenaire. Donc, vous avez l'habitude de nous rejoindre sur les webinaires cybersécurité qu'on organise plusieurs fois par mois chez Sigma. Donc, comme on le fait systématiquement, avant de commencer, hein, la présentation durera, comme je vous le disais, entre 30 et 40 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, hein. Donc, vous avez la possibilité, via la conversation ou via la rubrique questions-réponses de Teams, de nous faire parvenir et d'interagir. On essaiera avec Romain d'interagir et d'y répondre, ou on s'organisera une petite session de questions-réponses à la fin. Idem, pas la peine de faire des copies d'écran et autres. L'intégralité de ce webinaire est disponible en replay en ligne à l'issue de ce webinaire. Donc voilà, profitez librement de ce webinaire et de ce moment partagé autour de la cybersécurité et du phishing. Donc pour nous présenter rapidement, je suis Nicolas Millet, je suis responsable des services cyber pour le compte de Sigma. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Romain, Romain qui représente Hornet, et je te laisse te présenter, Romain. Merci beaucoup Nicolas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Romain d'Hornet et mon rôle chez Hornet, c'est principalement aujourd'hui justement d'animer ce type de présentation, de webinaire, d'être avec nos partenaires et nos clients respectifs sur les salons. Pour vous parler de quoi? Pour vous parler de nos technos, mais aussi, comme on va le faire aujourd'hui, pour vous parler de l'état de la menace, les attaques et les attaquants qu'on peut voir, et puis partager un peu le travail de nos analystes, tout simplement. Donc, comme l'a très bien dit Nicolas, hein, n'hésitez pas à interagir. Tous les deux, on pense que au plus c'est interactif, au plus ce sera intéressant pour vous, mais aussi pour nous. Et puis, sans plus tarder, je vais continuer. Peut-être parmi vous, vous ne connaissez pas tous Hornet. En quelques mots, je vous rassure, je vais vous présenter qui nous sommes. Hornet, c'est un éditeur de cybersécurité. Hein, c'est un éditeur qui vient d'Allemagne à la base. C'est une société qui a été créée il y a une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, on a vraiment une empreinte globale, mondiale. On est plus de 700, hein, de Tokyo au Japon jusqu'à Vancouver au Canada, et donc y compris pour nos analystes sécurité qui auront le beau rôle aujourd'hui. On travaille avec des tout petits clients et des très gros clients. Nos camarades allemands aiment bien parler des fabricants de voitures qui vont très vite, qui sont nos clients. On travaille avec des clients du secteur privé, du secteur public, mais on travaille exclusivement avec nos partenaires. Comme Sigma aujourd'hui, c'est très important pour nous de nous appuyer sur des partenaires de confiance qui sont nos ambassadeurs. On travaille vraiment main dans la main. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, aujourd'hui, on propose une plateforme de sécurité. Je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement pour balayer très rapidement. On vient du monde de la sécurité email, donc on fait du filtrage mail, l'archivage, chiffrement, etc. On propose aussi une offre de backup, hein, de sauvegarde des données en 365. Et puis, on a tout un tas de solutions de sensibilisation à la cybersécurité, de gestion du démarque et de la réputation, et plein d'autres offres, notamment de l'intelligence artificielle. Pas rentrer en détail, on sera ravis après ce webinaire, hein, tous ici présents sur cette réunion, de discuter avec vous de vos projets, vos problématiques et de vous présenter en détail l'offre Hornet si c'est un besoin. Nicolas, je te rends la main pour présenter le groupe Sigma. Merci Pardon. Romain. Ouais, alors effectivement, par contre, ce que Romain n'a peut-être pas forcément précisé, c'est que beaucoup de personnes vous connaissent peut-être aussi sous le nom de Vadé-Sécure, hein, puisque C'est vrai. dans l'actualité, effectivement, Hornet avait acquis Vadé-Sécure l'année dernière. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un point, je pense, qui est plutôt important à repréciser, c'est que beaucoup d'entre nous, peut-être présents, utilisent peut-être déjà des briques, certaines briques autour de Vadé sur justement la protection de messagerie et l'anti-phishing. Pour ceux qui connaissent pas Sigma, je vous souhaite également la bienvenue. Le groupe a une cinquantaine d'années. On intervient effectivement sur différents piliers du numérique. Certains nous connaissent pour l'édition et l'intégration de solutions RH, ERP, supply chain. Bien entendu, on accompagne nos clients depuis plusieurs années. On aime les relations un peu pérennes de type partenariat, où on va moderniser petit à petit les systèmes d'information de nos clients, tant en termes d'infrastructure avec nos capacités d'hébergement, qu'elles soient cloud privé chez
Sigma ou cloud public, Azure, AWS et autres, la modernisation autour de la data et de l'IA et l'activité dont j'ai la chance de représenter qui est la cybersécurité. Donc le groupe Sigma, c'est 700 collaborateurs, le siège social est à Nantes, mais on a bien entendu une couverture nationale de l'ensemble du territoire. Et on est très présent de la PME jusqu'au grand compte, en passant par les collectivités territoriales qui sont bien entendu de plus en plus ciblées, et on le verra tout à l'heure dans les éléments de contexte. Hornet fait partie de nos partenaires stratégiques puisqu'on sélectionne systématiquement des partenaires pour lesquels bah, voilà, il y a de l'innovation, il y a de l'avance technologique et ça vient répondre à un pan entier de nos offres. Et donc effectivement, dans nos partenaires stratégiques autour de la cybersécurité, Hornet et précédemment Vadé étaient on va dire un élément structurant dans notre réponse. Alors, pour planter le décor, Romain est avancé tout doucement sur justement le cybercrime et est ce que tu vas nous présenter. Un élément de contexte, donc pour aller très très vite, voilà, des éléments de contexte. Inutile de vous dire qu'on évolue dans un contexte de cybermenace qui est toujours exacerbé. Donc, les chiffres en témoignent, 44% de cyberattaques mondiales en plus entre 2024 et 2023. Donc, plus que jamais, l'idée, c'est pas de savoir si on va se faire attaquer, mais plutôt quand et l'ampleur que ces cyberattaques vont avoir. La deuxième stat aussi, Romain, qui va illustrer aussi le propos, hein, je le répète souvent, la France est particulièrement exposée et on reste toujours au quatrième rang mondial des pays les plus attaqués et notamment de la cible de ransomware. Deux raisons expliquent cela, hein. La première, c'est nos activités géopolitiques. Inutile de reparler du contexte géopolitique actuel, mais la France a un rôle à jouer et donc elle attire forcément les regards, les menaces et des enjeux de déstabilisation. Romain nous parlera du cybercrime organisé. Aujourd'hui, la plupart de la déstabilisation vient d'organisations étatiques ou en tout cas semi-organisées pour déstabiliser l'économie. Et puis il y a une stat, hein, 54% des attaques ciblent plus prioritairement les PME. Et donc, comme le tissu économique français est essentiellement composé de PME et que ces entités n'ont pas forcément ni la maturité ni les moyens à mettre sur la cybersécurité, ça en fait des cibles idéales. Donc, ces deux facteurs expliquent très logiquement que la France, et donc, chers confrères, et on te met dans le lot, hein, tant Hornet que Sigma, on est tous effectivement exposés à cette menace. Et cette menace est dans la transformation et l'extension de nos modèles cloud et l'hybridation de nos usages. Elle ne fait que augmenter. Dernière statistique aussi qui explique et qui va permettre d'introduire justement la partie de Romain, c'est que là où les cyberattaquants se professionnalisent, ils se professionnalisent aussi en termes d'attaque. J'aime expliquer que pendant longtemps, on a conçu la cybersécurité comme uniquement de la sécurité périmétrique. On bloquait le réseau, on bloquait ses infras et un peu comme un château fort qu'on montait autour de son système d'information, on essayait de monter des remparts les plus hauts possibles. Là où les cyberhackers se sont particulièrement professionnalisés, c'est qu'aujourd'hui, ils vont plutôt s'intéresser à vos collaborateurs. Et la stat qui est cruelle sur 2024, c'est qu'il y a à peu près 30% des incidents qui ont eu lieu suite à l'utilisation d'un compte valide. Ça veut dire que le cyberattaquant a eu à un instant T un login, un mot de passe, un compte valide sur votre infrastructure. Et donc, à l'image du château fort, il a pu se faire passer pour un petit villageois, passer le pont-levis et accéder à votre système d'information. Et par quel biais il passe? Bah aujourd'hui, on va le voir à travers ce que va nous présenter Romain, c'est bien entendu l'explosion du phishing, l'explosion de l'utilisation des SMS, etc., etc. Et je le répète à longueur de webinaire, à longueur de conférence, on considère grosso modo que sur les 6 derniers mois, il y a plusieurs dizaines de millions, entre 30 et 40 millions d'identités de Français qui ont été compromises à travers les éléments comme SFR, comme Boulanger, comme voilà, un certain nombre d'acteurs qui se sont fait exfiltrer des millions d'identités. Et dans ces millions d'identités, il y a des identités professionnelles. La barrière perso-pro est de moins en moins étanche et il est fort à parier que certains de vos collaborateurs ont utilisé leurs adresses professionnelles pour de la consommation ou pour des usages. On a eu des clients qui avaient des comptes pro sur du Netflix. Ça paraissait naturel. Et donc, quand ce collaborateur se fait compromettre son identité personnelle, eh ben, dans 8 à 10% des cas, ça rejaillit sur votre système d'information. Donc,
plus que jamais, la menace se situe dans le SMS, dans le phishing, dans ces tentatives qui sont utilisées. Et donc, c'est pour ça que c'était tout naturellement ce matin qu'on voulait faire intervenir Romain et Hornet pour vous présenter l'état de la menace et vous présenter quelque chose d'assez insolite. Et donc, Romain, c'est à toi. J'ai fait l'intro. Tu es lancé. Merci Nicolas, merci. Et quelle intro. Merci. Et puis d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en intro moi-même, mais merci pour votre invitation. Je voudrais commencer par une question. Si vous voulez bien toutes et tous utiliser le chat et simplement me répondre si au cours des 7 ou 10 derniers jours, vous avez reçu un SMS malveillant, le fameux smishing. N'hésitez pas à taper dans le chat oui ou non si vous avez reçu un SMS malveillant. Pourquoi je vous pose cette question? Soyez pas timide, il n'y a pas de souci. Ouais, Euh, je réponds oui fois 10, moi, pour lancer le sujet. ouais. Parce que c'est vraiment aujourd'hui un vecteur important d'attaque par ingénierie sociale, hein, comme on le dit parfois de manière un peu trop savante. Et ça nous a intéressé de creuser un petit peu ce sujet. Et en fait, il y a deux grandes filières autour de ce qu'on appelle donc le smishing ou phishing par SMS. Il y a la petite cybercriminalité française qui s'échange sur Telegram, des kits de phishing, des outils pour envoyer du SMS. Et puis, il y a beaucoup de cybercriminalité donc qui visent les particuliers, hein, vous, nous, qui sommes sensibilisés, mais aussi nos parents parfois, qui vient de Chine, et vous l'aurez deviné avec cette diapo. Et donc, on a voulu se pencher là-dessus, un peu par hasard au début, et puis on a creusé, tant et si bien qu'on a même été contacté par l'Association du Monde, qui était en train de faire une enquête au long cours. Moi, je vous invite vraiment à lire son article. Vous voyez, ça, visuellement, en plus, ils ont vraiment travaillé. C'est Florian Reynaud, c'est très intéressant. Il a travaillé sur beaucoup de... Et donc, il a fait une enquête, il a contacté plein d'éditeurs, d'experts en cybersécurité. Donc, on lui a apporté les informations qu'on avait pu voir. Euh, il faut savoir, pour donner un ordre de grandeur, je vais essayer de pas trop vous noyer de chiffres, hein, où il y aurait 1 300 000 liens qui auraient été cliqués. Donc, je ne parle même pas des SMS qui ont été envoyés, hein, simplement des liens malveillants. D'après cette enquête du Monde, on parle d'1 million cliqués, pardon, donc au global. Alors, comment est-ce qu'on finalement on est arrivé là-dedans, nous, parce qu'on vient plutôt du mail à la base. Alors, il faut savoir, on parlait tout à l'heure de nos analystes de sécurité. Hein. Leur but aussi, c'est de faire de la veille. On en parlera un petit peu après. Et donc, on a notamment un qui est un peu expert là-dedans et qui a toujours ses antennes ouvertes et qui a vu ce cybercriminel donc, sur les réseaux à faire un peu sa pub, qu'il est rentré en contact avec lui. Et vous voyez, simplement, on a demandé un accès vidéo ou des screenshots, quelque chose d'assez simple. Et en fait, comme les cybercriminels n'ont pas froid aux yeux, ils nous ont donné un accès admin. Donc, on a pu en profiter pendant plusieurs jours sur cette plateforme chinoise où tout est en chinois. Hein. Et lorsqu'on l'a traduite, son petit nom, c'était Magic Cat. Du coup, on l'a appelé Magic Cat. Et donc, c'est ce qu'on appelle une plateforme de phishing as a service. Alors, vous connaissez peut-être le SaaS, Software as a Service. Là, c'est la même chose, mais pour le phishing. C'est-à-dire que si je suis un escroc, je n'ai pas forcément de compétences techniques, je vais pouvoir me tourner vers cette plateforme et elle va me donner les fonctionnalités pour créer ces contenus malveillants pour le SMS notamment, mais aussi pour le phishing. Ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails qui sont explicités sur cette plateforme. Je pense qu'il est simplement intéressant, c'est de partager avec vous. Si on fait un retour arrière, hein, moi ça fait 8 ans par exemple, je fais partie de Hornet et auparavant, comme l'a dit Nicolas de Payne, les pages de phishing auxquelles on faisait face ne profitaient pas de toutes ces options, de toutes ces avancées techniques. Donc, par exemple, pour être concret, si je lance demain une campagne de smishing sur une marque française, par exemple, il y avait La Poste, je peux dire je vais restreindre l'accès à ma page de phishing ou smishing aux IP françaises. Donc, ça n'a l'air de rien, mais ça permet aussi d'empêcher, par exemple, certains éditeurs de cybersécurité, certains analystes qui sont à l'étranger, d'accéder à ce contenu et donc d'identifier qu'il s'agit d'une page malveillante. Il y a le mode responsive, on verra la qualité vraiment visuelle donc des contenus qui sont vraiment adaptés mobile. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 5 ou 6 ans. Donc, vous voyez, il y a plein d'éléments techniques qui vont être mis à ma disposition contre un abonnement que j'ai payé, je vous en parlerai tout à l'heure, et qui vont me permettre, moi, même si je n'ai pas les compétences techniques, de bénéficier de la force de frappe de cette plateforme. Alors, schématiquement, comment ça fonctionne une plateforme de phishing as a service? C'est simple. J'ai choisi ce qu'on appelle un template ou un modèle. Donc, quelle marque ou quel service je vais usurper. Je vous montre ça dans une seconde. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas avoir besoin de faire de la technique, de le créer. Hein. Je n'ai pas besoin de créer des logos, créer des pages. Je vais avoir un tout petit peu de configuration, mais c'est vraiment léger, c'est vraiment simple. Ça va être mis en ligne, hein, comme page de phishing. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle en anglais la moisson, le harvesting. Et en fait, je vais venir collecter les identifiants ou
dans notre cas, les coordonnées bancaires que je vais dérober. Alors, cette plateforme, donc le Magic Cat, elle propose plus de 300 templates ou modèles. Et là-dedans, on retrouve un peu ce qu'on appelle nos usual suspects, en bon français, les marques globales, donc les Amazon, les Apple, des marques en fait qui vont fonctionner partout dans le monde. Et pour ces marques qui sont très présentes, je ne vais pas avoir un seul modèle. Je vais avoir un modèle où on va me dire, vous avez gagné une carte cadeau Amazon, vous pouvez profiter d'un remboursement Apple, votre mot de passe a expiré, votre compte iCloud rencontre un problème, etc., etc. Je vais avoir une richesse, une variété, et j'ai choisi encore une fois le modèle qui me plaît. Et donc, ça va mettre à ma disposition une page de phishing toute prête dans la langue que je veux, adaptée aux mobiles ou aux ordinateurs standards, si je puis dire. J'ai ce qu'on appelle nous aussi les logisticiens, UPS, DHL, FedEx, ça j'en ai sous toutes les formes. On en a tous reçu beaucoup. Et après, j'ai des marques ou des services localisés. Vous voyez ici, on a un service du gouvernement, je ne sais pas si c'est danois, pardon. Là, on a l'IRS, c'est le fameux service fiscal américain. Et pour la France, je ne me souviens plus de toutes les marques, 300 modèles, mais il y avait par exemple La Poste. Donc, ces créateurs cybercriminels chinois sont capables aussi de voir les services qui fonctionnent dans les différents pays et de créer des pages de phishing, des modèles de phishing pour ces pays-là, pour leurs clients. On passe ensuite à la configuration. Et là aussi, il faut prendre un petit peu de recul. Donc, tout se fait dans l'interface graphique. Je vais simplement indiquer le domaine que je possède. Donc, par exemple, laposte.fr.com. quelque chose. C'est assez bateau, mais voilà, je vais simplement l'indiquer pour pouvoir l'associer à ma page de phishing. Ensuite, je ferai une petite mise à jour de mon DNS. Je peux donc faire ces réglages où je vais dire, je restreins l'accès à ma page de phishing uniquement à des terminaux mobiles, uniquement aux adresses IP françaises, danoises, japonaises, en fonction de l'attaque que je veux mener. Là, ça va, à nous, éditeurs, nous rendre la vie un petit peu difficile. Alors évidemment, les éditeurs un peu importants, il y a des moyens de contourner ces accès, mais un analyste, typiquement, avec son ordinateur, ne va pas pouvoir voir le contenu de cette page et le flaguer, alors qu'il utilise des moyens détournés. Et ça va me prendre vraiment quelques minutes tout au plus pour profiter de ce résultat ici que vous voyez sur votre écran. Donc là, on a un smishing, donc phishing par SMS, une page qui est responsive, d'un logicien, en l'occurrence Chronopost, avec vraiment une très bonne qualité visuelle. Vous avez vu, on a eu ce petit temps de chargement. C'est un faux temps de chargement. C'est pour donner un sentiment de crédibilité, de réalisme. On doit patienter avant de voir le contenu. Il n'y en a pas besoin. C'est mis exprès sur la page pour donner ce côté réaliste auprès de notre victime potentielle, de notre cible. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, alors je vous rassure, tout est faux, mais on est en train de faire la fameuse récolte, donc de recueillir les informations et principalement le numéro de carte bleue de notre victime. Donc la plateforme, elle ne va pas gérer l'envoi de SMS, elle ne le fait pas, mais elle m'a mis à disposition, elle m'a préconfiguré une page de phishing vraiment qualitativement et très bonne. Donc là, on voit qu'on a un paiement qui serait réalisé. En réalité, il n'est pas réalisé. Par contre, on va bel et bien récupérer les informations de carte bleue, les numéros de carte bancaire, de l'utilisateur ou de la cible qu'on a réussi à duper par notre SMS ou par l'email qu'on a envoyé qui contient le lien qui redirige vers cette page. Donc, c'est vraiment intéressant. Encore une fois, si on regarde 5 ans en arrière, les cybercriminels, il fallait qu'ils créent la page, il fallait qu'ils gèrent la récupération des identifiants. Là, on peut les envoyer sur Telegram, on peut avoir accès dans la console d'administrateur. Il fallait qu'ils mettent à jour leur contenu. Et puis, ils faisaient ça sans doute pour une marque ou un service. Là, ils en ont 300. Donc, c'est vraiment, si j'ose le dire ainsi, intéressant et simple pour un cybercriminel que d'utiliser, même pour un simple escroc, que d'utiliser cette plateforme. Alors justement, moi qui suis utilisateur, où est-ce que je récupère ces informations? Donc je vous le disais, je peux configurer la plateforme pour qu'elle me les envoie discrètement sur Telegram, je n'ai qu'à les recueillir. Ou alors, ici dans ma console d'admin, donc encore une fois, tout est en chinois, on l'a passé à Google Translate, qui nous a donné le nom Magic Cat. Là, vous voyez, on a des coordonnées, des numéros de carte bancaire. Alors, tout ça lié à nos tests, ce ne sont pas des vrais numéros, mais l'escroc qui va avoir souscrit un abonnement à cette plateforme, il a simplement qu'à se pencher, si je puis dire, pour ramasser ces numéros. On verra dans une seconde comment justement je peux faire du profit avec ces numéros que j'ai subtilisés. Et ce n'est pas uniquement les numéros, évidemment, je peux mettre en place la récupération de login mot de passe, la récupération d'informations personnelles que je pourrais ou revendre ou réutiliser. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, j'imagine que non, mais les escrocs, combien ça coûte? Parce que le modèle du software as a service, c'est souvent sous forme d'abonnement. Le phishing as a service,
ça marche de la même manière. Il y a différents plans. Ça commence autour des $100 jusqu'à $300 par semaine. Alors évidemment, hein, vous ne mettez pas votre numéro de carte bleue, tout se fait avec des crypto-monnaies pour pouvoir régler. Et donc, les limites vont être en termes de nombre de pages de phishing auxquelles vous allez pouvoir avoir accès ou générer plus exactement. Donc, vous pouvez lire 4 jusqu'à des pages illimitées, c'est-à-dire que pour un nombre de marques qui, lui, est limité, vous allez pouvoir générer autant de pages que vous voulez. Et si vous voulez vraiment l'abonnement totalement premium, c'est-à-dire autant de pages que vous voulez pour avoir un accès illimité également aux marques, donc aux 300 templates, là, ça vous coûtera $300 par semaine. Alors, comment est-ce que moi, je fais du profit avec ça? C'est bien expliqué dans l'enquête du Monde, hein. Il y a 2 grands moyens qui finalement sont assez évidents. Le premier, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le harvesting. Donc moi, cybercriminel, je collecte le plus de numéros de carte de crédit possible et ensuite je vais les vendre. Il faut savoir qu'autour de Magic 4, c'est créé un écosystème, hein. Par exemple, sur Telegram, il y a des groupes adjacents où les utilisateurs exploitants de la plateforme vont aller revendre à ce qu'on appelle des data brokers ces numéros de cartes. Donc, ils ne vont pas en vendre un, hein. On parle de fichiers complets avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers de cartes. Et anecdote que j'aime bien partager, hein. Si vous avez un numéro de carte, comment dirais-je, si vous êtes étudiant, par exemple, à Visa Electron, ça vaut moins cher sur le marché noir que si vous avez une American Express parce que les plafonds de paiement sont différents. Et puis, l'autre usage, souvent, ce que font les cybercriminels, c'est qu'ils vont ajouter ces cartes à leur Apple Pay ou leur Google Pay et ils vont l'utiliser dans leur vie de tous les jours. Et comme la majorité des utilisateurs de Magic 4, des utilisateurs exploitants, se trouvent en Chine ou du moins en Asie, c'est moins, on va dire, c'est moins ennuyant pour eux. Par exemple, s'ils sont en France, si vous utilisez le numéro de carte bleue d'un tiers, c'est facilement pouvoir vous retrouver. La gendarmerie, la police vont pouvoir vous retrouver. Là, puisqu'ils sont en Chine, c'est plus facile pour eux d'utiliser des numéros de carte, et donc notamment des numéros de carte étrangers. La police, la gendarmerie française ne va pas aller jusqu'en Chine quand même vous auriez 500 € de dépenses sur votre carte. Donc, ils les utilisent à leur Apple Pay. Donc, c'est écrit pareil dans l'article du Monde, des cybercriminels qui flambent un peu et qui vont montrer l'interface de leur téléphone où il y a dans leur Apple Pay des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes de crédit qu'ils vont utiliser donc soit pour payer leur Uber, soit pour payer leur repas au coin de la rue, soit pour passer des commandes sur Amazon ou sur Alibaba. Donc, c'est le deuxième mode d'utilisation un peu plus direct. Alors, il faut savoir, ce côté peut-être un petit peu ludique, mais l'impact est quand même réel. Il est estimé par Florian Reynaud, le journaliste, qu'il y a eu 9000 victimes en France en 8 mois. Donc, c'était entre la fin 2023 et je crois que c'était le début de l'été 2024, où il a pu avoir accès à des informations à ce sujet. Ils estiment qu'il y a eu 9000 victimes. Donc, on parle de 9000 personnes qui ont donné leurs coordonnées bancaires. Et au global, simplement vous donner l'ampleur, on estime qu'il y a eu 884 000 cartes bancaires qui ont été dérobées. Alors, pas en France, vraiment au global, 884 000. Donc, c'est vraiment énorme. On peut imaginer des montants certainement en dizaines ou en centaines de millions d'euros ou équivalents qui ont été dérobés par ces cybercriminels. Et encore une fois, par une plateforme qui est vraiment hyper facile à utiliser. C'est vraiment là-dessus qu'on attire l'attention. C'est que, en fait, on réduit, on pourrait appeler les barrières à l'entrée des cybercriminels. Là, moi, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de compétences techniques pour mettre en œuvre ces attaques et en retour, profiter de numéros de carte bleue ou de login mot de passe. Dès lors, on peut se poser la question, est-ce que tout est perdu? Non, pas du tout. Il y a des choses qu'on peut faire pour bloquer ces cyberattaques et ces cyberattaquants. Et c'est ce qu'on voulait, côté Hornet, vous partager dans un deuxième temps. C'est expliquer un peu comment on fonctionne. Je vous disais dans notre introduction, on a vraiment des analyses sécurité de Tokyo à Vancouver. Alors pour la petite histoire, historiquement, ce sont des Français. Donc il y a des Français toujours aujourd'hui, 8 ans, je crois, après leur installation à Tokyo et à Vancouver. Donc des analyses de sécurité français, oui. L'équipe au global travaille en 24/7, vraiment les week-ends, les jours fériés, Noël, pour suivre les cyberattaques, suivre les emails malveillants, les liens de phishing et les groupes de cybercriminels, les signalements que vous nous faites. C'est d'ailleurs un peu nos points d'entrée. Donc, on protège énormément de boîtes mail partout dans le monde. On travaille beaucoup avec les fournisseurs d'accès Internet, ce qui nous donne ce volume vraiment, on va se dire presque incomparable, sans prétention, c'est factuel. On travaille aussi avec beaucoup d'éditeurs de sécurité qui utilisent des briques technologiques qu'on a développées en interne. Et puis enfin, tous les signalements qu'on peut nous faire, si je ne citais aucun nom, mais
Par exemple, si vous êtes dans votre boîte mail personnelle chez votre fournisseur d'accès Internet, par exemple, il y a beaucoup d'artisans qui les utilisent, et vous cliquez sur ceci est un spam, ça c'est un signalement qui remonte jusqu'à chez nous, jusqu'à chez nos analystes, et donc ils vont le traiter, ils vont regarder un peu ce qui se passe, est-ce que c'est bien un mail malveillant, et ajouter nos moteurs de détection. Alors, sans trop rentrer dans les détails, quand on parle de moteur de détection, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment en cybersécurité, c'est la donnée qui est l'élément le plus important. C'est pour ça que je parle de clé de voûte, parce que ça peut servir dans une base, ce qu'on appelle les bases de threat intelligence. C'est tout bête, hein. Quelqu'un nous signale un lien de phishing, il est 8 heures du matin en Australie. On va revoir ce même lien de phishing à 18 heures, heure locale de Vancouver. Immédiatement, on va savoir qu'il s'agit d'un email malveillant. Et puis, ça peut aller beaucoup plus loin. On va corréler des signaux faibles, des choses un peu exotiques dans des schémas d'entête d'email ou dans des schémas de structure d'URL. Ça peut aller très loin. On a des bases, on a des règles de détection, on a beaucoup d'intelligence artificielle. Pour la petite histoire, le premier brevet qu'on a déposé, c'était en 2014 sur du machine learning supervisé. Notamment, je ne rentre pas trop dans les détails. Je sais que les éditeurs, on a la réputation d'en parler beaucoup pour le marketing, mais il faut vraiment savoir que la raison principale pour laquelle on investit autant dans l'IA, et notamment chez Hornet, c'est pour détecter des menaces inconnues, des menaces qu'on verra qu'une seule fois. Et donc, la base de réputation, elle ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut un autre moyen pour détecter ça. Et l'IA est une réponse. Et puis, utiliser également tous ces signalements et ces contenus malveillants pour créer des simulations d'attaque qui soient raccord. Typiquement, ça se perd pas forcément à grand chose, pour prendre un exemple un peu bateau, d'envoyer un mail de simulation d'attaque Amazon Black Friday si on est le 2 janvier. Non, c'était en octobre ou en novembre, je crois, donc ça tombe un peu à l'eau. Et évidemment, là, on est sur du bateau, mais on peut être sur des choses un peu plus fines. Donc, typiquement, pour vous donner des exemples un peu concrets, ce qu'on va proposer, nous, c'est des exemples d'usurpation d'identité, parce que ça correspond vraiment à une tendance forte des attaques. Et donc de dire, à partir du moment où on aura constaté dans la solution que les utilisateurs atteignent un certain niveau de sensibilisation, puisqu'ils signalent des emails relativement simples, on va essayer de leur faire passer un cap avec ici un exemple où on a ce qu'on appelle une pseudo-conversation qui est transmise en disant votre collègue ou votre supérieur nous a dit que vous avez validé ceci, est-ce que vous pourriez vérifier, est-ce que vous pouvez cliquer ici pour confirmer, et donc de donner un peu un contexte réel. La première fois que vous recevez un mail d'un collègue, dites c'est bizarre qu'il me parle de ça, mais non, en fait, c'est une simulation d'attaque. Et on fait ça parce que ça correspond à la réalité des menaces aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple qui permet, c'est pas magique, évidemment, mais ça permet de faire monter le niveau de sensibilisation des utilisateurs. On a évidemment le contenu d'e-learning, parce qu'on parlait de smishing typiquement. Et puis, récemment, ce qu'on a c'était un assistant à destination des utilisateurs finaux qui utilisent l'IA générative. Alors, je ne sais pas si c'est suffisamment grand sur vos écrans, mais lorsque moi, Monsieur Dupont ou Madame Michu, je ne suis pas expert en cyber, j'ai un doute sur un email, parce que parfois, ça peut arriver, je vais pouvoir le signaler. Beaucoup d'utilisateurs font ça aujourd'hui. Et plutôt que de l'envoyer au support, plutôt que de rester sans réponse, je vais pouvoir bénéficier de l'assistant Hornet qui va me donner une explication qui est ce qu'on appelle contextualisée. Donc, au niveau d'utilisateur, c'est pas un expert, c'est un employé du jargon technique, mais aussi par rapport au mail. C'est pas une réponse générique. Merci d'avoir signalé, c'est super. On va aller réanalyser le message et dire, il y a ces éléments-là qui nous laissent à penser que, effectivement, c'est un petit peu malveillant. Donc, vous avez bien fait de le signaler et vous pouvez maintenant le supprimer. Dans tous les cas, les analystes jetteront un deuxième coup d'œil, mais ça permet de faire monter encore un petit peu le niveau, on va dire, d'acuité des utilisateurs et puis de décharger aussi un petit peu, en tout cas on espère, les supports techniques qui reçoivent beaucoup de sollicitations. Donc, de nouveau, volontairement, je ne rentre pas dans tous les détails de ce qu'on propose, mais ça fait partie ce dont je viens de vous parler, par exemple, du plan 4, qui est le plan le plus développé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une seule plateforme. Vous avez vraiment une seule interface avec tous les services. Et comme vous pouvez le voir, ils sont assez nombreux. Et aussi, par ricochet, une seule équipe que vous contactez, un seul support. Enfin, tout ça est grandement simplifié et unifié. Voilà pour ma partie. Je vais rendre la main à Nicolas qui, du coup, va pouvoir vous parler des services du stock Sigma, notamment. Nicolas. Effectivement, tu peux garder, reste sur ta Ouais. slide, parce qu'effectivement, ce qui est relativement intéressant. Alors déjà, merci Romain de cette intervention et de cette présentation. On voit à quel point, alors même si tu as pris des cas d'exemple grand public, on voit bien à quel point l'application au B2B peut être de la même manière
mise en œuvre, hein. J'ai pas souhaité t'interrompre, mais ce qu'on a vu sur effectivement des problématiques logistiques, nous, quand on opère des campagnes de phishing, on se sert par exemple de la signature électronique, on se sert de l'usurpation de vos équipes IT ou tout simplement de certains de vos fournisseurs potentiels. Donc, comme tu l'as dit, avec plus de 300 templates, on peut imaginer même plein de cas d'usage professionnel où, en tant que DAF ou en tant que DG ou autre, vous recevez une notification pour signer un document. C'est un parmi tant d'autres dans votre parapheur électronique et vous plongez tête baissée. Donc, tu as montré des cartes bleues. On peut imaginer effectivement des identifiants à login mot de passe de la même manière. Donc, il est effectivement, on voit bien hein, le niveau d'industrialisation et le niveau d'application. Donc, par rapport à ça, effectivement, l'objectif, c'est, comme toute approche cyber, c'est de mettre les moyens en face de l'analyse de risques potentiels. Donc, plus vous allez avoir de collaborateurs qui vont être sur des lignes ou des services critiques, ce qu'on appelle vulgairement, nous, les risky users. Donc, de la même manière que vous devez évaluer le risque lié à vos infrastructures, lié à vos serveurs, lié à vos applications cloud ou votre propriété intellectuelle, vous devez évaluer le niveau de risque associé au profil de vos collaborateurs, notamment quand on parle de vol d'identité ou d'usurpation d'identité, le cas échéant. Donc, l'intérêt effectivement de la solution d'Hornet Sécurité, c'est que ils ont créé cette offre progressive et donc tant en termes d'anti-spam malware, comme on le voit, hein, dès les premiers niveaux du plan 1 sur la partie business, et puis le fameux ATP, hein, donc Advanced Threat Protection. Nous, on est très friands en tant que SOC et en tant que prestataire de services au-dessus de ces solutions, de pouvoir pleinement profiter de ces solutions en prévention. Donc, comme disait Romain, filtrer en amont 90-95% en durcissant petit à petit les seuils en termes d'anti-spam et d'anti-hameçonnage à ce niveau-là. Et puis surtout, pour vous, et notamment, je connais certains d'entre vous qui êtes présents, là où vous avez le mail qui sert énormément en termes de relations clients. Donc, vous garantir une continuité de service, de l'archivage, des contournements de tous ces blocages de votre messagerie, c'est clé. Donc, voilà, dès les premiers niveaux de service, vous allez couvrir le risque sur vos collaborateurs les plus exposés en termes d'anti-phishing et garantir de la continuité de service aussi sur vos messageries et vos éléments-là. Et puis effectivement, comme l'expliquait Romain, on n'a pas trop parlé de conformité aujourd'hui. C'est demain, certains d'entre vous sont assujettis à DORA. Demain, certains seront assujettis à NIS 2. La conformité et les moyens dont on va se doter pour justement s'évaluer, se tester, garantir la résilience. Donc, comme je vous disais tout à l'heure en introduction, l'idée, c'est pas de savoir quand vous allez vous faire attaquer, si vous allez vous faire attaquer, c'est quand et quelle va être l'ampleur. Donc, de travailler sur la résilience et les moyens et les technologies qui vont vous permettre de vous relever le plus rapidement possible d'une attaque. On est très friands, nous, en tant que prestataires, de vous apporter et de vous proposer ces services. Donc, comment ça se traduit, Romain? Effectivement, notre activité, nous, en tant que Sigma, on va être effectivement intégrateur. Donc, le but, c'est qu'on prenne les plateformes Hornet, qu'on en assure l'activation et la configuration. Là aussi, c'est pas forcément le sujet du jour, mais comme dit Romain, vous allez bénéficier automatiquement, dès les premières heures de l'activation des services, de toute l'intelligence de l'IA, de la veille. On parlait de CTI, donc vous allez automatiquement bénéficier dès les premières heures de la plateforme Hornet et vous allez y gagner énormément, notamment autour de votre messagerie et ces éléments-là. Mais comme toute plateforme, elle est auto-apprenante et elle s'ajuste. Donc, ça va être effectivement au fil des semaines, au fil des mois, à travers une gouvernance que nous, on va vous accompagner justement dans le durcissement de vos règles de sécurité, dans le durcissement justement de vos comportements utilisateurs. Et donc, à travers quoi? À travers du support autour de l'utilisation de cette plateforme. Bien entendu, ces éléments et ces événements de sécurité et ces incidents de sécurité que vous allez avoir à travers la plateforme Hornet, elle va nous être aussi remontée, nous, au travers de notre SOC. Donc, nos analystes et nos experts vont être sollicités de la même manière et
pour certains d'entre vous qui utilisent nos outils de détection et de réponse à incidents, bah, effectivement, ça va clignoter. Dès l'instant où votre collaborateur va être la cible d'une attaque, va avoir confié ses identifiants, nous, ça va clignoter au niveau de l'EDR, ça va clignoter éventuellement aussi sur le DDoS. On va voir si une identité va être compromise. On va tout de suite le voir par des détections de connexion ou de comportements anormaux, même s'ils utilisent des comptes valides. Donc là, très clairement, ça va mobiliser nos activités de détection et de réponse à incident très immédiatement. Et donc, de la même manière que les services de détection et de réponse à incident, il faut s'inscrire vis-à-vis de ce risque de phishing, de ce risque de smishing, très clairement, il faut s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. Et donc, bah, ce que nous permet aussi Hornet, c'est la capacité effectivement de la sensibilisation aussi, de faire des tests de phishing, de s'inscrire dans du test et de l'accompagnement de vos collaborateurs autour de ces éléments-là. Quand on voit comment les cyberattaquants se professionnalisent, il est évident qu'on doit apporter une réponse. Cette réponse, elle vous appartient, vous, clients, dans la gouvernance et la prise en compte du risque cyber. Elle nous appartient, à nous, de vous apporter des solutions et des services qui vont permettre de durcir petit à petit votre posture. Et ça se fait dans une logique d'amélioration continue. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager. Toujours comme d'habitude, il y a toujours la petite, le temps d'attente sur les échanges. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, des réactions sur lesquelles on peut effectivement intervenir. Romain, moi j'en avais une Avec plaisir. justement par rapport à ce que tu as présenté. C'est effectivement, comme tu l'as dit, et tu l'as dit notamment à travers l'enquête du Monde, le travail d'investigation qu'avait mené le journaliste pour justement découvrir ce monde-là. Euh, Vous, concrètement, Hornet, là, au-delà de la CTI, voilà, ce travail de veille, ça fait partie de votre job du quotidien. Tout- Ouais, totalement. En fait, enfin, il y a une raison opérationnelle toute bête, c'est au mieux on comprend les cybercriminels, au mieux on va être en capacité d'anticiper leurs prochaines attaques, leurs prochaines campagnes et donc d'être dans un mode proactif plutôt que réactif. Donc, je sais que par exemple, là récemment, mais hier, on a travaillé sur un groupe qui fait ce qu'on appelle le tech support scam. Donc, ces pop-up qui arrivent et qui vous disent votre Windows n'est pas à jour. Donc, on a des analyses qui sont sur différents sujets et le but, c'est toujours le même, comprendre comment est-ce qu'ils opèrent pour être certain qu'on va bloquer idéalement toutes leurs attaques, en tout cas le plus possible. Mais oui, ça fait totalement partie du métier. Ok. Et un autre élément hein, qu'on peut aussi se poser, hein, peut-être que parmi les participants aujourd'hui, il y a aussi éventuellement des acteurs qui se sont fait justement usurper leur identité, usurper leur marque. Donc c'est peut-être aussi l'occasion de se dire que on est la cible, mais on peut être aussi la cible de l'usurpation de marque. Donc tu as cité des La Poste ou autres. Oui, Nous, on voit bien hein, qu'on a parfois des clients qui se font cyberattaquer par l'usurpation d'un de leurs fournisseurs. Donc là aussi, c'est voilà, c'est comment les marques elles peuvent justement renforcer ou se battre contre l'usurpation de ces identités-là. Est-ce que ça aussi vous avez t'as un regard là-dessus ou voilà, oui. comment on peut éviter de se faire usurper sa marque? Ouais, clairement aujourd'hui, nous, ce qu'on préconise, c'est d'utiliser, enfin, de mettre en place une politique des marques, justement. Ça a Mhm. été poussé par tous les grands faiseurs du mail, hein, Yahoo, Microsoft et Google. C'est pas une réponse magique non plus, mais ça va permettre d'empêcher ce qu'on usure les domaines de son entreprise, de sa marque. On a des cas hein, où des, des clients de certains fournisseurs me disent, oui, j'ai bien reçu votre mail, j'ai bien payé la facture. Et ça n'a pas du tout été envoyé par le fournisseur en question, c'est simplement quelqu'un qui va utiliser son domaine. Et ce domaine n'étant pas protégé par l'idée de marque, en fait, le mail est arrivé à bon port. Et donc, le destinataire, voyant un mail arriver de monfournisseur.com, clique, répond, paye. Donc, c'est un vrai enjeu aujourd'hui qui est bien maîtrisé au niveau des grands groupes et qui demande vraiment à être plus considéré, je dirais de cette manière, par les PME et les ETI parce que les cybercriminels, c'est un peu du pain béni pour cet espace-là.
Et les collectivités territoriales, c'est pour ça que je te C'est posais vrai. la question, et c'est peut-être pour les plus techniques d'entre vous qui assistent à ce webinaire. Là, on voit bien les outils de détection et de réponse, mais on revient à la sécurité périmétrique. Pour ceux qui ne sont pas sûrs ou pour ceux qui n'ont pas instruit ce sujet-là, effectivement, la configuration des marques, des KIM sur vos serveurs de messagerie et sur vos infras est un sujet soit à mettre en place si ce n'est pas mature, soit à rechecker. Et effectivement, on recommande systématiquement, dans une logique d'amélioration continue, de durcir petit à petit et de rechallenger la configuration qui a pu être faite, là aussi pour vous prémunir. Donc l'idée, elle est bien là, hein, c'est la posture de l'attaquant et la posture de l'attaqué de challenger ces éléments-là. Après, et je sais qu'il y a Florian qui est là aussi, et sans parler de chiffres, moi, j'aime aussi parler de démystification sur le coût associé à ces solutions. On est, comme on l'a dit, sur du phishing as a service. Bah, c'est pareil, on est sur des plateformes as a service. Donc, on sait qu'à partir de quelques euros par mois, on sécurise très sérieusement et très facilement vos collaborateurs et cette menace. Donc, moi, j'aime aussi à démystifier. Parfois, on entend, c'est des solutions qui vont coûter 40, 50, 100 000 euros. C'est pas le cas. En fait, de la même manière, pour ceux qui me connaissent, je parle de l'EDR. J'utilise toujours l'analogie avec, c'est l'équivalent d'un ticket resto euh, par mois pour protéger vos collaborateurs. Il est important aussi de démystifier le coût projet. Je vous l'ai dit, hein, c'est des activations qui sont en moins de 3 semaines. Vous avez des plateformes qui sont up et qui vous sécurisent dès les premières heures. Et deux, c'est pas des coûts. On n'est pas en train de parler de 100 euros par mois par utilisateur pour se protéger. Donc, gardez à l'esprit aussi ces éléments-là. On sait tous qu'on est dans des réflexions budgétaires ou des contraintes. C'est des éléments, on le sait, les cyberattaquants passent dans 80-90% du temps, en termes de volume, passent par ce biais-là. Et donc, voilà, avec quelques euros, vous protégez et vous coupez le volume. Attention Nicolas, parce que maintenant les tickets resto, ça coûte 10 euros. Hein, mais pour vous donner une idée, tout à l'heure on voyait un petit peu les plans 1, 2, 3, 4 pour 10 euros par mois par utilisateur. Eh bien, on est sur pratiquement, il y a la dernière petite nouveauté qui est arrivée récemment, mais on est sur pratiquement, on est sur le plan 4, on est sur la Ouais. quasi-totalité de nos produits par utilisateur par mois, et là on a une couverture très très large au niveau de la protection. Ouais, moi, j'aime bien parler de ça sans rentrer effectivement dans des chiffres donnés comme ça, mais merci Florian. C'est pour démystifier ça en fait aussi et de se dire que on lève un risque qui est très important par effectivement quelques euros et nous, en tant que SOC, c'est une manne d'informations comme tu l'as dit. La clé de voûte, c'est la data. Donc plus on a d'événements à corréler entre le moment où il a pu effectivement passer par un mail exfiltrer un identifiant et avoir un comportement anormal, nous, ça nous permet d'avoir une vision à 360 degrés et donc on est plus que jamais efficace. Alors, il y a Damien qui, effectivement, dans la conversation, nous partage un très bon exemple. Voilà, effectivement, le fait de bien surligner et de sensibiliser les collaborateurs à identifier les petits détails dans un mail, c'est clé. Moi, j'aime aussi à dire qu'on a de plus en plus de consommation de mails par les téléphones. Et les téléphones, notamment quand on consulte ses mails sur son Outlook ou ses applications embarquées, donnent moins de détails que quand on est dans un monde professionnel sur un Outlook. Donc, parfois, on voit moins les en-têtes, on voit moins les expéditeurs. Donc, attention à ça. Voilà, bah, bravo Damien, c'est la bonne pratique. C'est systématiquement faire des petits rappels et partager justement les tips et les exemples et les bons réflexes sur les expéditeurs. Donc, effectivement, une bonne stratégie d'anti-phishing, c'est aussi une stratégie de sensibilisation de vos collaborateurs du quotidien. N'hésitez pas, dernier appel si vous avez des questions ou ces éléments-là. En tout cas, on vous remercie. Merci Romain d'avoir accepté Merci l'invitation, Nicolas, merci à d'avoir Sigma. relevé le pari, parce que je crois que c'est une des premières fois que tu partages Tout à ce fait. contenu. Donc, merci d'avoir relevé le pari. On est à votre disposition, hein, Hornet, Sécurité et Sigma, pour répondre à vos enjeux et on ne manquera pas de vous en parler dans nos prochains échanges. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci, Merci. au revoir Merci. tout le monde. Au revoir. Au revoir.